discussion en abordant la deuxième session de notre journée. Les droits étaient saisis par l'État dans un premier temps. On a vu que c'était un peu plus que l'État de figure. Et là, on va faire la même chose, mais plutôt du côté de la justice. Et là encore, sans doute, ça sera toujours complètement sur la justice, un peu débordé. Vous avez compris que c'était de toute façon une structuration pas toujours évidente à bien délimiter. Sans plus attendre, donner la parole à Freddy Loprodhomme, qui est doctorant à Aix-Marseille, partie de l'UMR, et qui va intervenir sur le sujet suivant, la protection des droits autochtones à l'épreuve des projets ferroviaires latino-américains. 20 minutes d'intervention, s'il vous plaît, et pas plus. Freddy, à vous. Merci, Monsieur le Président. Les 20 minutes suffiront largement. Je commencerai tout d'abord par m'associer aux remerciements pour les organisateurs. Je suis très content d'être ici. Merci pour tout. Je signale aussi en introduction que par cette recherche, je me suis beaucoup éloigné de mon domaine de recherche habituel, qui est le droit fiscal français, en particulier constitutionnel. Mais voilà, donc dans mon approche, je vais avoir beaucoup une approche de droit constitutionnel. Pareil. Même si dans ma vie professionnelle d'avant, j'ai été avocat et j'ai beaucoup travaillé sur les problématiques ferroviaires dans ce cadre-là. Je remercie aussi l'Institut Max Planck d'Heidelberg, où j'ai fait un stage de 6 mois. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert le droit d'Amérique latine. Et c'est pour ça que je suis beaucoup aujourd'hui pour s'intéresser aux projets ferroviaires actuels en Amérique latine vis-à-vis des peuples autochtones. Et en particulier 2 projets. Le premier, c'est le train Maya au Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Et l'autre projet, c'est le Ferro Grao au Brésil. Pardon pour la prononciation, je ne suis pas forcément certain de la prononciation. Alors, par train Maya, on entend le projet d'envergure de 1500 km qui entend relier par voie de chemin de fer 5 États qui sont situés au sud du Mexique. Le territoire est évidemment visité chaque année par des millions de touristes étrangers et il correspond aussi au lieu de vie de nombreuses communautés autochtones. Le développement économique de cette région, qui est très pauvre, a été mis en avant au soutien de cette nouvelle infrastructure, tandis que ses détracteurs ont dénoncé les atteintes à l'environnement et aux droits des sites des populations autochtones. De la même façon, on a une ligne ferroviaire d'environ 950 km, notamment à l'initiative de la Chine, qui a l'étude pour relier l'État brésilien du Mato Grosso au nord de l'Amazonie, au port de Miritituba au sud, afin d'acheminer le sucre, le maïs et le soja brésilien plus rapidement qu'en camion. Aujourd'hui, il est acheminé par camion. Parmi les 19 communautés qui sont concernées au Brésil, le peuple Kayapo a multiplié les critiques contre cet aménagement. Pour le Ferro Grao, la particularité tient au fait que les terres autochtones ne sont pas directement concernées par le tracé de l'infrastructure. Toutefois, elles se situent à 50 km du futur chemin de fer et elles seront nécessairement concernées indirectement par le chantier. Alors, il est intéressant de rapprocher ces 2 projets compte tenu de leurs points communs. Pourtant, un certain nombre de différences doivent être remarquées. En particulier, tandis que le train Maya a pour objet de permettre un développement touristique via des flux de population en provenance de l'étranger, le Ferro Grao apparaît comme un projet manifestement tourné en priorité vers l'étranger. L'avancée de chacun des projets n'est pas non plus la même, puisque les travaux du Ferro Grao n'ont pas encore commencé, à l'inverse du train Maya, puisque le 3 septembre dernier, un premier voyage d'inspection s'est déroulé entre 2 gares en présence du président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Et l'ouvrage définitif du train Maya doit même être livré au mois de décembre prochain. Au titre des ressemblances, on trouve évidemment la construction d'infrastructures qui interroge non seulement sur l'impact environnemental, mais également sur les conséquences pour les populations autochtones. Alors, les règles constitutionnelles de ces 2 États sont nombreuses pour protéger les droits autochtones. Il en va ainsi de la Constitution mexicaine, dont les articles 2, 6 et 15 garantissent ces droits. Dans la région, on a aussi la Constitution de la Bolivie, qui apparaît comme la plus avancée pour la protection de ces droits.
La constitution brésilienne de 1988 protège aussi les droits autochtones. Il convient aussi de signaler l'existence d'un protocole à la Convention interaméricaine des droits de l'homme sur les droits autochtones. La Cour interaméricaine des droits de l'homme est attentive à la protection de ces droits, ce qui explique sa jurisprudence qui est très fournie ces 2 dernières décennies. On peut situer le point de départ de cette jurisprudence dans une décision qui a été rendue en 2001 au sujet de la Comunidad Mayagna. La commission veille également sur les droits, mais je vais pas m'appeler sur ça, hormis l'existence d'un rapport qui a été rendu en 2021. Il est donc intéressant d'étudier l'étendue des droits autochtones dans le cadre de la mise en mouvement de la volonté étatique d'aménagement du territoire et d'identifier l'éventuel instrument privilégié, s'il existe, pour la protection de ces droits. À noter que depuis 2011, par exemple, au Mexique, le contrôle de conventionnalité prend place comme un contrôle de constitutionnalité, en particulier par rapport à la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Au Brésil, le point de départ de la sortie d'un isolement par rapport au droit international s'est expliqué par la disparition de résistance à dialoguer avec le système interaméricain des droits de l'homme. Dans ces conditions, ce sur quoi va porter ma contribution, c'est d'identifier s'il y a un paramètre constitutionnel ou un paramètre conventionnel qui serait mieux placé pour faire dérailler, si on peut parler ainsi, ce genre de projet. Sans attendre, il faut faire le constat d'une protection dont la concrétisation fait partiellement défaut. En effet, de manière a priori, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne constituent des armes propres à empêcher la réalisation de tels projets. Ce que nous expliquerons dans une première partie, ce n'est qu'au stade de la réparation des conséquences sur les droits autochtones, donc a posteriori du projet, qu'une protection se dessine, ce qui fera l'objet de ma seconde partie. Et tout à l'heure, quand je vous écoutais, monsieur le professeur Mathias, j'avais l'impression d'un petit peu reconnaître l'idée que vous aviez eue sur une forme de colonisation, qui serait l'objet de ma première partie, et une forme de recherche de solutions, de réparation, donc qui fera l'objet de ma deuxième partie. Alors, tout d'abord, au stade de la prévention de la réalisation de l'infrastructure ferroviaire, les populations autochtones disposent de plusieurs arguments à faire valoir et leur mise en œuvre procédurale doit astucieusement s'interroger sur le calendrier des opérations de projet. Au titre des arguments phares, avant les arguments environnementaux ou urbanistiques, on trouve évidemment ceux qui sont propres aux droits autochtones dans un état donné. Alors, de manière classique, en amont de grands travaux, une consultation s'impose en vertu de la convention numéro 169 du BIT, qui a été ratifiée tant par le Mexique que par le Brésil. Cette démarche repose sur l'octroi d'informations compte tenu de la possibilité que les conditions de vie des autochtones soient affectées. De nombreux instruments conventionnels complètent ce dispositif. On a la Convention interaméricaine des droits de l'homme, les déclarations de l'ONU en 2007, un certain nombre d'autres dispositifs. Or, la mesure participative qui est prévue n'a manifestement pas été respectée dans le cas du train Maya. Alors, on a bien eu une consultation qui s'est tenue, mais elle a seulement réuni les suffrages de 2,86% seulement de la population concernée, et avec une implication toute relative, donc une recherche d'implication toute relative des populations. Cette consultation, elle a fait l'objet de critiques de la part de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Elle n'aurait pas satisfait aux modalités du droit international. Pourtant, le juge mexicain a écarté l'argument de la violation du droit à l'information, notamment par rapport à l'accord d'Escazú dans une décision rendue sur Amparo en 2021. Par comparaison, donc, on a eu d'autres projets en Amérique latine, par exemple le projet El Diquis, qui était tenu au Costa Rica, et dans ce cadre, la consultation préalable n'avait pas été respectée. Le projet El Diquis, il reposait sur la destruction d'un barrage qui était susceptible d'avoir un impact non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les conditions de vie des populations autochtones. Et c'est le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones qui avait alerté l'État. Et en conséquence, ce projet avait été purement et simplement abandonné pour cette méconnaissance donc, de la consultation. Alors, tel n'a pas été le cas du train Maya. En revanche, ça a été le cas pour le Ferro-Grão au Brésil. Parce que le projet amazonien donc, a été suspendu au mois de mars 2021.
faute de respect de la consultation préalable. Il y avait aussi un autre sujet, c'était la modification du périmètre d'un des parcs autochtones qui a conduit de manière incidente à la censure par le juge constitutionnel. Cette suspension, elle a d'ailleurs été prolongée le mois dernier pour 6 mois supplémentaires afin de réaliser des études préliminaires parce que là, évidemment, encore sur le Brésil, on est au stade du début de la réflexion sur le projet. Ça, c'est un premier argument qui a été mis en avant. Les enjeux environnementaux, ils sont également primordiaux et constituent un autre argument. L'Amérique latine est plutôt en pointe sur ce sujet, tant du point de vue constitutionnel que conventionnel. En particulier, on a eu une décision rendue en 2020, l'ACA-ONAT contre l'Argentine, qui a marqué pour la première fois la prise en compte du droit à un environnement sain. Alors au Mexique, les juges ont pu suspendre provisoirement la partie la plus attendue d'un tronçon particulier entre les villes de Playa del Carmen et de Tulum, en raison de l'absence de réalisation de la moindre étude environnementale. Il faut savoir que du point de vue géologique, la ligne qui est envisagée va emprunter un sol fragile, avec des cavernes immergées d'eau, et on craint des risques d'effondrement de terrain à la suite de vibrations causées par les passages du train. Et c'est en ce sens qu'on a eu une suspension provisoire d'un des tronçons. En revanche, le juge mexicain a rejeté les griefs tirés de la méconnaissance du principe de précaution en l'absence de risques démontrés par les requérants. Et cette décision a fait l'objet d'un certain nombre de critiques parce qu'elle a été considérée comme s'éloignant de la position de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui se contentait plutôt, elle, dans son opinion consultative 23-17, d'éléments seulement probants, même sans certitude scientifique, pour admettre l'argument. Je vais passer plus rapidement sur certains recours d'amparo qui ont permis la suspension d'abattage d'arbres sur l'un des tronçons du linéaire, parce que bon, là aussi, ça constitue encore un gain relativement faible. Et donc, dans ce contexte, c'est la Commission pour la coopération environnementale, qui est une instance qui est rattachée au traité TAFTA, qui a pointé du doigt la méconnaissance de règles environnementales, mais là, on n'est pas sur une instance qui a les mêmes attributions, qui a la même force qu'une juridiction. Alors, ces éléments étant dit, il faut aussi envisager un autre aspect qui est la stratégie contentieuse, parce qu'on a un enchevêtrement du calendrier de la justice et du calendrier des travaux. Et ce qu'il faut constater, c'est qu'en particulier au Mexique, les requérants autochtones n'ont pas trouvé de procédure propre à suspendre le projet avant même qu'il soit mis en mouvement et finalement, bientôt, il sera terminé. Ça a trait aussi au fait qu'on a vu une procédure. Et ça m'a fait penser tout à l'heure un petit peu à ce dont on parlait sur l'artificialité un petit peu du droit quand on parle des droits des autochtones. C'est qu'à un moment, il y a eu un décret qui a été pris sur le train Maya, sur le fondement de l'article 89 de la Constitution du Mexique, et qui a fondé la fin des travaux sur une considération de sécurité nationale. Et finalement, cette raison de sécurité nationale, elle a permis l'accélération de la fin des travaux, puisque c'est beaucoup plus difficile de contester la réalisation des travaux, alors même que ce décret du 22 novembre 2021, il apparaît assez critiquable parce qu'on ne voit pas bien en quoi la réalisation d'un train Maya, d'un train lui-même, serait considérée comme étant rattachable à la sécurité nationale, même si ce qui est prévu, c'est qu'il y a une exploitation partielle de la ligne qui sera faite par l'armée. Et bon, c'est encore difficile de rattacher ça à une raison de sécurité nationale. Alors, l'un des espoirs des peuples autochtones dans la région, ça serait de se tourner vers la Convention interaméricaine des droits de l'homme, parce qu'il existe un contrôle de conventionnalité qui est diffus, mais qui a plutôt échoué jusqu'à présent, mais également concentré par la Cour interaméricaine. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que s'il y a eu une des saisies aux fins de Medidas, Scott et Lares, il y a des conditions assez drastiques sur l'épuisement des voies de recours internes et le calendrier propre à la Cour, avec des décisions qui prennent parfois 10 années pour être rendues, qui est assez incompatible pour les autochtones, pour avoir une décision, une procédure qui fasse barrage en amont à la réalisation du projet. Il reste donc à envisager qu'une action réparatoire
étant précisé qu'il convient de satisfaire l'existence d'une règle de droit violée, puis d'estimer la réparation nécessaire, ce qui est un exercice assez périlleux en l'espèce, puisque on n'a pas de source disponible pour l'instant, c'est trop tôt d'envisager une action réparatoire, ça interviendra peut-être dans quelques années. Donc, dans cette deuxième partie, nous nous contenterons d'évoquer la richesse de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans ce domaine qui a été rendu dans d'autres affaires. Alors, on peut considérer que l'action réparatoire, elle comprend deux volets. Un premier volet qui serait la sanction intrinsèque de la violation de règles comme le droit de propriété. Et la seconde aurait trait, de manière plus globale, à la prise en charge des dommages qui sont subis par les populations autochtones. Dans les deux cas, le droit international revêt une place prépondérante pour la réparation des droits de ces peuples. Alors, tout d'abord, sur le plan interne, si on revient au Ferro Grau, le droit brésilien, lui, il est très protecteur des terres autochtones. Au Brésil, la propriété des terres appartient certes à l'État, aux autochtones, mais ces derniers bénéficient de l'usufruit, conformément à l'article 231 de la Constitution. Et les terres font également objet du principe d'imprescriptibilité qui est posé donc, aux articles 200 et également 231. Dans une décision Raposa Serra do Sol, le juge brésilien a eu l'occasion de réaffirmer la protection des droits autochtones comme un marqueur de la préservation de la culture autochtone. On a d'ailleurs un texte assez ancien qui est l'Indignato du 1er avril 1680, qui renferme également l'idée de droit originaire, et on a même un décret qui existe pour envisager l'indemnisation de la perte de terre de la part des autochtones. Bon, on n'est pas non plus sur les règles du Pérou, où on a une protection encore plus forte du droit à la propriété des terres autochtones, dans une approche multiculturelle et politique. Du point de vue de la Convention interaméricaine des droits de l'homme, la terre constitue un droit qui est fondamental, ce que la Cour a jugé dès 2001. En conséquence, toute méconnaissance du droit de propriété des populations autochtones donne lieu à une indemnisation en soi, avec deux exemples. Le premier, c'est en 2001, à l'occasion de la construction de routes et de déforestation. On a eu cette reconnaissance dans une décision communale Iagna, dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette décision, elle a aussi inspiré une décision communale Moyowana contre Suriname, qui a aussi abouti à indemnisation donc de violation de droit de propriété. Et ce qui est intéressant, en dernier lieu, c'est la réparation des conséquences de manière plus globale sur les conditions de vie des droits autochtones. Et en ce sens, plusieurs décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme ont été rendues, et elles sont très marquantes parce qu'elles signalent les indemnisations très importantes qui sont allouées, des programmes d'action à mener, et il faut aussi signaler que la Cour, elle suit de manière très forte l'exécution de ces décisions, et elle s'attache à leur complète exécution. Donc pour ça, je vais signaler trois affaires. Une première affaire, c'est une affaire communale Iaqueaxa contre Paraguay. Donc dans cette décision, la Cour elle avait prononcé une indemnisation de dommages matériels à hauteur de 950 000 dollars, qui comprenait la construction d'un certain nombre de logements, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose de très global. On a une autre décision proche, une décision qui concernait le Paraguay l'année suivante. Donc là aussi, on a une réparation des dommages matériels sous la forme d'un fonds de développement. L'État du Paraguay avait dû construire 140 logements qui ont été remis en 2019. La décision a été rendue en 2006 et toute l'exécution a été suivie jusqu'en 2019. Et enfin, il y a une troisième affaire dont je vous ai parlé tout à l'heure en 2020, l'ACA ONAT contre l'Argentine, qui est assez importante parce que la responsabilité de l'Argentine a été reconnue au titre de la violation de droits de propriété collective de 132 communautés autochtones. Et c'est à cette occasion qu'on a eu une proclamation donc, du droit à un environnement sain par la Cour interaméricaine. Cette décision a été rendue parce qu'on a vu la construction d'un pont. Donc on a encore une infrastructure imposante entre 1995 et 1996. Donc on voit que là, on a eu 25 ans pour obtenir une décision réparatoire. La violation du droit à un environnement sain, à une alimentation adéquate, à l'eau et à l'identité culturelle. Donc, on revient par cette décision, elle a été rattachée à l'article 26 de la Convention. Et par ce principe, on entend que soient réparées toutes les mesures
par lesquels les droits des autochtones ont été atteints. En particulier, c'était l'exploitation forestière qui a été considérée comme affectant l'écosystème. Et donc, c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour les deux affaires du train Maya et du ferro-Graou, qui pourrait inspirer d'éventuelles issues à venir. En conclusion, donc, il est possible d'envisager une réparation des dommages susceptibles d'être portés aux populations autochtones dans une dimension très large, allant des préjudices purement matériels à la violation de propriété et jusqu'à la prise en compte donc d'un environnement sain, ce qui suppose donc de s'intéresser à tout l'écosystème dans lequel vit la population autochtone. Toutefois, dans le cas du train Maya, il convient de s'armer de patience pour obtenir une décision de la part de la Cour ou de vérifier les travaux de la Commission, qui pourrait aussi intervenir, puisque aucun recours préventif n'a été capable devant le juge interne de freiner le projet. L'infrastructure ferroviaire qui est projetée en Amazonie a quant à elle fait l'objet d'une suspension renouvelée par la justice. Elle pourrait connaître un sort différent, bien qu'on n'est qu'au début de ce projet. Dans ce cas, la protection constitutionnelle interne serait donc plus protectrice pour les populations autochtones dans ce pays, mais donc dans ce cas-là, il faudrait qu'elle intervienne de manière a priori pour freiner le... Jurisprudentielle tout à fait intéressante et la difficulté finalement de faire valoir, au-delà des éventuelles réparations, un droit de protection des peuples autochtones et au-delà des conditions de vie des sites ou des zones géographiques visées par des infrastructures de manière préventive. C'est ce que vous avez expliqué, c'était très clair et ça suscitera sans doute des questions. Sans transition, je viens vers vous, Laura Caillé, doctorante également à l'UMR, alors le laboratoire CERIC, qui va intervenir sur la thématique de la violence, des violences à l'encontre des femmes autochtones et justice avec un S entre parenthèses qui doit vouloir dire pas mal de choses au Guatemala. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de participer à cette 15e journée de l'UMR et ravie aussi que les peuples autochtones et leurs droits soient mis à l'honneur. Je voudrais adresser mes remerciements également aux organisateurs de cette belle journée et à tous les participants. Alors, effectivement, ma présentation va s'intéresser aux violences à l'encontre des femmes Maya-Cachiquel au Guatemala et aux formes de recherche de justice. Avec un S, et on explorera un petit peu. En tout cas, c'est pour mettre en avant la pluralité. Avant de plonger dans ce contexte un petit peu particulier, je voulais dire que les niveaux disproportionnés de violence à l'encontre des femmes autochtones, plus généralement, sont une problématique que l'on retrouve dans d'autres contextes, pas uniquement au Guatemala. On discutera, il me semble, cet après-midi du cas du Canada, mais c'est en tout cas une thématique que l'on retrouve à l'échelle globale et les mécanismes onusiens, mais également régionaux, à l'image du système interaméricain de protection des droits humains, ont appelé dans différents rapports, notamment, à mieux protéger les femmes autochtones face aux violences. Alors ici, aujourd'hui, il s'agira de s'intéresser plus précisément au cas des femmes Maya-Cachiquel dans le département de Chimaltenango. Alors pour ancrer un petit peu plus le propos, je voudrais présenter rapidement ce département qui se situe donc là en bleu sur le diaporama à 3 heures de la capitale guatémaltèque. Et selon le dernier recensement de 2018, 78% des habitants de ce département se définissent comme indigènes ou autochtones dans la version française, et en grande majorité comme appartenant à la communauté Maya-Cachiquel, qui est l'un des groupes, des sous-groupes du peuple maya au Guatemala. Beaucoup vivent notamment dans des communautés de taille variable, plus ou moins isolées, mais aussi dans ce qu'on appelle des centres plus urbains. Donc c'est dans ce contexte que va s'inscrire aujourd'hui la question de l'accès à la justice des femmes autochtones pour les cas de violence. Peut-être quelques précisions sur le plan historique aussi. C'est un département qui a connu plusieurs bouleversements liés notamment à la colonisation espagnole, comme le reste du pays et puis largement de la région, qui a conduit à une marginalisation durable, toujours palpable, des peuples autochtones. Alors on peut parler du colonialisme et de l'évangélisation, excusez-moi, dès le XVIe siècle,
puis des réformes libérales et de l'assimilation des formes autochtones de gouvernance qui ont suivi l'indépendance nationale au 19e, et puis plus récemment la modernisation, l'industrialisation, l'urbanisation, et enfin, et on reviendra sur ce point, la destruction des représentants et des symboles des peuples mayas durant la guerre civile entre 1960 et 1996, avec un génocide au début des années 1980. C'est donc dans ce contexte particulier que se pose la question des violences à l'encontre des femmes mayas et celle de leur stratégie de recherche de justice. Je tiens à préciser peut-être sur le plan méthodologique que cette présentation aujourd'hui va sortir du cadre purement juridique, puisque s'en tenir à une approche purement positiviste du droit ne permettrait pas finalement de saisir pleinement les enjeux des droits et des justices pour les peuples autochtones. Et cette contribution va essayer d'explorer, de tirer les fils de plusieurs questionnements qui ont émergé, notamment via des recherches empiriques dans le département de Chimaltenango et au Guatemala plus largement. Et il va chercher aussi à s'intéresser aux mécanismes de la réalité, pour reprendre les termes utilisés par Jean-Pierre Matthias, dans un contexte d'ailleurs où il y a de nombreuses militantes et chercheuses autochtones qui ont souligné le fait que la voix des femmes autochtones était rarement prise en compte quand on parlait des questions d'autodétermination ou des questions de violence. Donc là, cette contribution va aussi essayer de partir du terrain pour explorer ces différents aspects. Dans un premier temps, donc, il paraît nécessaire d'évoquer les formes diverses de violence à l'encontre des femmes mayas-caciques. Alors, il est important de garder à l'esprit que si on débute cette présentation par les violences, il ne s'agit pas non plus d'avoir une approche entièrement centrée sur la victimisation, mais bien aussi derrière d'explorer comment les femmes autochtones sont également devenues les actrices d'un processus de recherche de justice. Néanmoins, l'analyse des violences démontre l'existence d'un continuum historique de violence à l'encontre des femmes mayas, qui ne peut être dissocié du processus historique de colonisation, on l'a dit, de ses conséquences exacerbées pour les femmes autochtones et de la question du traumatisme colonial. On aura l'occasion d'en discuter demain lors de notre échange à Bayonne. Et en fait, dans ce contexte-là, comprendre les violences au travers de l'expérience vécue des femmes autochtones apparaît comme un préalable nécessaire pour ensuite penser les formes de justice. Donc rapidement, peut-être revenir sur le continuum de violences historiques. Alors, les femmes mayas-caciques ont été victimes de violences, notamment sexuelles, physiques, psychologiques, économiques, durant toute la colonisation, et plus récemment au cours du conflit armé entre 1960 et 1996. Et c'est cette période plus récente que je voulais évoquer ici plus en détail. Donc la Commission pour la clarification historique a établi notamment que la guerre civile au Guatemala avait causé plus de 200 000 morts ou disparus, en plus d'avoir laissé un immense traumatisme. Et elle a montré que les peuples mayas avaient été les premières victimes de cette guerre civile, car considérés comme des ennemis internes par les forces armées, notamment sous la dictature de Ríos Montt. La commission a d'ailleurs enregistré au moins 626 massacres perpétrés dans des communautés autochtones, dont dans le département de Chimaltenango et en grande majorité au début des années 1980. Et en particulier, lorsqu'on s'intéresse à cette violence qui a eu lieu durant le conflit armé, il est important d'intégrer la dimension de genre, puisqu'elle met en lumière que les femmes autochtones ont subi des violences sexuelles, physiques et psychologiques durant ce conflit. L'anthropologue Victoria Sanford a démontré notamment que la violence génocidaire contre les communautés mayas comportait nécessairement une dimension de genre, c'est-à-dire que les attaques systématiques contre les femmes autochtones, leur corps, leur spiritualité, leur famille, reflètent aussi l'intention de l'État de détruire un groupe ethnique en s'attaquant à sa capacité de se reproduire, ainsi qu'à l'intégrité physique et mentale de ses membres. Pour illustrer la violence de cette période, on pourrait utiliser des chiffres. J'ai choisi aujourd'hui plutôt de vous montrer une fresque, un fragment de fresque, qui est une peinture murale que l'on trouve dans la ville de San Juan Comalapa à Chimaltenango, qui fait en réalité 200 mètres de long. Donc c'est simplement un petit de cette peinture. Et cette peinture a été réalisée collectivement par des femmes et artistes mayas-caciques à partir de témoignages recueillis décrivant les violations de droits qu'elles ont subies, et notamment la protocolisation et la dimension systématique des violences à l'encontre des femmes durant le conflit armé. Alors ces violences, évidemment, ont eu des conséquences traumatiques durables pour les peuples autochtones, détruisant aussi le tissu social des communautés.
De nombreuses femmes mayas se sont retrouvées isolées, souvent stigmatisées lorsqu'elles avaient subi des violences sexuelles. Beaucoup sont également devenues veuves à la suite de l'assassinat ou de l'enlèvement de leur mari. Donc on voit vraiment aussi qu'au-delà des violences, c'est le tissu social de beaucoup de communautés qui, de façon durable, a été détruit. En 1996, les accords de paix sont signés sous l'égide des Nations Unies et intègrent notamment l'accord sur l'identité et les droits des peuples autochtones. Cet accord reconnaît pour la première fois l'existence des peuples mayas, mais aussi Xinca et Garifuna. Et il y a toute une section qui est consacrée aux droits des femmes autochtones et qui prévoit, entre autres, l'adoption de mesures législatives, administratives, mais aussi de politiques publiques spécifiques pour lutter contre les violences. Or, ce qu'on observe, c'est que ce continuum de violence perdure et que le processus de justice transitionnelle n'a pas vraiment réussi à l'enrayer. Et pour cela, on peut parler des formes de violence qui existent, et encore une fois, au travers de témoignages des femmes mayas kaqchikel. Aujourd'hui, le Guatemala a l'un des taux de féminicide les plus élevés au monde, la violence contre les femmes et les filles étant le crime le plus signalé dans le pays, en particulier la violence sexuelle. Dans ses observations finales concernant le rapport du Guatemala en 2019, par exemple, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a noté une impunité structurelle conjuguée à une absence de politique publique holistique qui viserait à prévenir les violences et cela favorisant donc la prévalence de ces violences. Mais de nouveau, au-delà des statistiques, on peut s'intéresser aussi à la manière dont sont vécues et comprises ces violences par les femmes autochtones elles-mêmes. Donc ici, vous avez quelques photos d'un atelier qui a été organisé en 2019, auquel j'ai participé avec le Conseil des peuples mayas. Durant cet atelier, il y avait 30 participantes qui ont réfléchi collectivement aux expériences de la violence en dessinant un arbre de la violence avec ses racines, le tronc, c'est-à-dire la violence, et ses manifestations, les branches. Là, on pourra rediscuter aussi de la manière d'intégrer des processus de prise de conscience de la violence ou de discussion autour de la violence qui soient culturellement pertinents également. Enfin, il y a toute une démarche qui peut être discutée aussi dans le cadre de ces ateliers. Donc là, vous avez, je ne vais pas revenir sur le détail de chaque groupe, mais le groupe 1, 2 et 3 ont chacun dessiné un arbre et on retrouve donc les racines de la violence, le machisme, les inégalités, l'invasion espagnole, voilà, la discrimination, le conflit armé, et puis également les conséquences, les maladies, le traumatisme, le suicide, la peur, la pauvreté, voilà, pour en prendre quelques-unes au hasard dans ce qui avait été souligné par les femmes autochtones. Et puis ensuite, elles se sont réunies et elles ont créé un second arbre de la violence que j'ai schématisé puisque c'était un peu difficile de poser, la photo était un peu illisible et puis pour aussi intégrer les traductions. Et en fait, ce qu'on observe à travers cet arbre, c'est que la violence est vécue comme un phénomène multidimensionnel qui n'inclut pas seulement la violence interpersonnelle, la violence sexuelle, psychologique ou physique, mais aussi une violence structurelle, politique, économique, symbolique et structurelle. Et c'est dans ce contexte-là, je pense que derrière, on peut essayer de comprendre pourquoi leurs stratégies de justice sont si diverses et sont plurielles. Parce que les formes de violence elles-mêmes sont également plurielles, très complexes et se jouent aussi à un niveau qui est un niveau structurel en lien avec l'histoire coloniale du pays et le présent aussi, le présent du Guatemala. Alors, parler de recherche de justice invite peut-être à faire plusieurs choses. D'une part, à souligner le rôle actif des femmes autochtones dans ces recherches, qui dépassent d'ailleurs la judiciarisation des cas individuels de violence. Et d'autre part, dans le contexte de Guatemala, et c'est vrai aussi dans d'autres contextes, on en a un petit peu discuté ce matin, et je pense que ça reviendra peut-être dans les présentations cet après-midi ou par la suite, mais il y a un enchevêtrement d'espaces juridiques dans lesquels s'inscrivent ces recherches de justice. Et se pose donc la question du pluralisme juridique, c'est-à-dire qu'en parallèle du système de justice étatique, existent aussi des systèmes juridiques coutumiers ou autochtones. Et le Guatemala, plus particulièrement, est caractérisé par un pluralisme juridique qu'on pourrait qualifier de fortement déséquilibré, c'est-à-dire dans lequel les systèmes juridiques autochtones ne jouissent pas en réalité d'une véritable reconnaissance de la part de l'État et dont les compétences sont dans les faits très limitées. C'est donc dans cette perspective qu'on pourrait analyser le difficile accès à la justice pour les femmes autochtones victimes de violences. On va s'intéresser d'abord au cas de l'accès à la justice étatique et puis derrière on questionnera aussi le cas de l'accès à la justice communautaire.
Alors, il y a de multiples problématiques d'inaccès plutôt que d'accès au système de justice étatique. D'une part, l'accès physique aux établissements publics de justice est extrêmement limité, surtout dans les zones les plus reculées et rurales du pays. Donc là, on a par exemple un tableau qui compare le coût et la distance associée à un trajet allant de certaines communautés, donc plus ou moins isolées. Ce sont des communautés de la municipalité de Tecpan, qui est située dans le département de Chimaltenango, mais ce sont des communautés Maya-Caxiquel. Et ce tableau compare le temps nécessaire et puis le coût associé aussi à ces trajets. Et par exemple, une victime habitant dans la communauté de Pacan doit voyager pendant 4 heures pour pouvoir aller porter plainte à Chimaltenango, avec un coût associé de 18 quetzals pour l'aller. L'aller-retour dure donc 8 heures et coûte près de 36 quetzals. Dans un contexte où beaucoup de femmes autochtones des communautés travaillent dans le secteur informel et parfois gagnent à peine une douzaine de quetzals par jour, ces deux éléments permettent de comprendre que l'accès à la justice est de fait très limité. Et là, c'est une carte aussi qui représente les données mais qui ont été cartographiées pour rendre compte vraiment de ce difficile accès à la justice étatique pour les femmes vivant dans les communautés les plus éloignées. Il existe aussi d'autres problèmes structurels qui fragilisent le système de justice étatique, le manque général de ressources matérielles, la corruption et humaine aussi, la corruption endémique. Juste pour vous donner un exemple, j'avais réalisé un entretien avec un membre de la police nationale à Tecpan qui me disait mais en fait parfois on reçoit des appels d'une communauté mais on ne sait même pas si on a assez d'essence pour aller dans la communauté pour répondre à ce cas. Donc on parle vraiment de ce type de manque de ressources financières qui ont pu être couplées à une corruption endémique et puis à un manque de volonté politique qu'il faut souligner je pense dans le cadre du Guatemala. Se posent aussi d'autres questions d'accessibilité. On a parlé de la problématique de la non-reconnaissance du plurilinguisme, ou plutôt de la reconnaissance officielle, mais de la non-existence dans les faits de ce plurilinguisme dans les institutions de justice. En 2019, par exemple, il n'y avait que 325 interprètes dans tout le système judiciaire à l'échelle du pays, sachant qu'il y a 24 communautés linguistiques différentes, donc vous pouvez imaginer les difficultés que ça pose en termes d'accès à la justice. Et j'ai juste mis cet extrait d'entretien avec un membre du Défenseur des droits des peuples autochtones qui racontait que lorsqu'il n'y a pas d'interprète dans le système de justice, parfois on appelle la personne qui fait le ménage parce qu'elle est issue d'une certaine communauté. Imaginez, cette personne ne va normalement pas pouvoir donner les termes juridiques précis. Peut-être qu'elle ne comprendra pas tout dans le détail et ne sera pas en mesure de faire une traduction avec les termes appropriés. Se pose donc aussi la question de la façon de traduire dans le langage caxiquel et du rôle de ces interprètes aussi dans l'accès à la justice. Donc, de ces problématiques d'accès, ou plutôt d'inaccès, résulte une impunité structurelle. Peut-être juste pour donner un chiffre, en 2018, la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala estimait que le taux d'impunité était de 97% pour les violences basées sur le genre et 94% pour les violences sexuelles. Alors, à partir de ces informations, on pourrait évoquer certaines voies possibles pour permettre aux victimes d'obtenir justice auprès du système étatique, notamment dans une perspective décoloniale, mettre en place, par exemple, des services spécialisés dans les régions actuellement mal desservies, soutenir les programmes de la société civile qui permettent aux communautés locales d'accéder à la justice, augmenter le nombre d'interprètes, mieux former les acteurs du système de justice, etc. Mais on peut aussi se poser la question d'une meilleure reconnaissance du pluralisme juridique pour permettre un accès accru à la justice dans une démarche ici de décolonisation par la reconnaissance du droit à l'existence et au maintien de systèmes de justice autochtone qui, ça a été rappelé, est un droit collectif reconnu par le droit international à l'image de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Évidemment, le maintien des systèmes de justice autochtone présente des caractéristiques essentielles pour répondre aux problématiques d'accès à la justice. En premier lieu, on peut mentionner leur proximité évidente sur le plan géographique, mais il y a aussi une proximité culturelle, linguistique, et une certaine proximité épistémique aussi liée à la cosmovision maya. Et dans ce contexte-là, des féministes communautaires, Maya Caxiquel, proposent de revitaliser ces ordres juridiques pour permettre un meilleur accès à la justice dans un contexte où ils jouissent actuellement d'une très faible reconnaissance et de compétences particulièrement limitées.
Toutefois, beaucoup soulignent aussi la nécessité d'une critique des normes sexistes qui peuvent exister dans ces systèmes de justice, comme dans le reste de la société. Les stéréotypes liés au genre, la stigmatisation sociale associée aux violences ou encore la présence limitée de femmes au sein des communautés et des autorités locales sont des éléments à prendre en compte et c'est ce qui est ressorti notamment de plusieurs entretiens qui ont été conduits avec des femmes vivant dans les communautés comme celui que l'on peut voir à l'écran. La question qui est posée derrière cette proposition de revitalisation des systèmes juridiques, mais d'une revitalisation critique, c'est-à-dire qui intègre aussi la question des droits des femmes autochtones, c'est aussi celle d'une meilleure articulation entre droits collectifs et individuels, qui finalement est une division qu'on pourrait qualifier comme étant relativement superficielle quand on s'intéresse à la question des peuples autochtones et en particulier des femmes autochtones. Et se pose aussi toute une série de questions pratiques qu'Aurélie Laurent a évoquées dans sa contribution. Je voulais juste souligner aussi à ce titre que la question du traitement des violences au sein des systèmes de justice autochtones a été soulevée par les mécanismes onusiens de protection des droits humains. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a affirmé qu'une meilleure reconnaissance des systèmes judiciaires autochtones avec des compétences juridiques claires, des ressources pour administrer la justice, mais aussi une coordination avec le système étatique et combinée au respect des normes relatives aux droits humains, notamment celles relatives aux droits des femmes, aurait le potentiel de permettre aux femmes autochtones d'avoir un meilleur accès à la justice et d'obtenir, entre guillemets, justice. C'est également une position qui a été récemment réitérée par le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes dans sa recommandation générale numéro 39 de 2022, qui a recommandé aux États de veiller à ce que les femmes et les filles autochtones aient un accès effectif à des systèmes judiciaires autochtones et non autochtones adéquats, sans discrimination raciale et sexiste, sans préjugés, sans stéréotypes et sans revictimisation. Fin de citation, évidemment. Et je vais conclure brièvement sur d'autres stratégies qu'on pourrait qualifier d'extra-juridiques. On a jusqu'à présent interrogé la recherche de justice par le prisme des systèmes de justice étatiques et autochtones. Or, je crois qu'il est aussi important de souligner les variations des mêmes de justice et des besoins des victimes, notamment dans le contexte des communautés autochtones où les violences ont des conséquences à la fois individuelles et collectives et font partie, nourrissent aussi le traumatisme colonial. Il y aurait plein d'exemples à donner, je pense, pour illustrer les stratégies plurielles de recherche de justice, les stratégies alternatives aussi qu'on pourrait dire, de recherche de justice. Et j'en ai choisi d'en évoquer deux. La première, c'est d'une part le fait que pour lutter contre les violences, il faut déjà connaître ses droits. Pour être capable de voir, ça peut paraître évident, mais pourtant, en réalité, dans les faits, peu de personnes connaissent leurs droits. Et notamment, peu de programmes sont mis en place pour transmettre des connaissances sur le droit de façon culturellement adéquate et avec une sensibilité aussi par rapport aux cosmovisions autochtones. J'ai pris l'exemple de l'Iniciativa de los Derechos de la Mujer, qui est une organisation de la société civile conduite par des femmes mayas-cachiquel qui met en place des ateliers de sensibilisation aux droits des femmes autochtones dans les communautés mayas. Donc là, elles se déplacent dans les communautés avec cette idée de former des leaders communautaires comme étant des défenseuses des droits des femmes autochtones qui ensuite, ces leaders communautaires iront elles-mêmes dans leur communauté transmettre cette information, mais aussi et surtout, je crois, ouvrir cet espace de discussion sur la question des droits et de la justice pour les femmes autochtones. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que l'organisation choisit des femmes qui ont des communautés qui ont un rôle socialement important. Par exemple, les comadronas, qui sont des sages-femmes traditionnelles qui accompagnent les femmes, en qui les femmes ont confiance. Ces ateliers ont aussi lieu en langue maya-cachiquel. Donc, c'est aussi intéressant de voir que certains concepts juridiques internationaux sont des intraduisibles. On en discutait ce matin dans la voiture, mais ce sont des intraduisibles. La question le terme droit humain n'est pas traduisible, par exemple, en cachiquel, et ils trouvent d'autres définitions. Et là, on voit vraiment cette réappropriation finalement à l'échelle locale, ce que Sally Engelmeri, qui est une anthropologue américaine, appelle la vernacularisation des droits humains. Le deuxième et dernier exemple, et je m'arrêterai là, c'est aussi celui de la guérison.
la justice n'est pas seulement perçue dans sa dimension punitive, mais aussi dans sa dimension réparatrice. Et non seulement réparatrice au niveau individuel, mais également collectif. Ici, vous avez l'exemple du Conseil des femmes du groupe des femmes pardon, du Conseil des peuples Maya-Cachiquel qui organisait un atelier de guérison. Alors, qui a aussi des dimensions politiques, qui s'inscrit aussi dans un programme politique en faveur des droits des peuples autochtones, mais vraiment est prise en compte cette dimension de reconnaissance des violences à l'encontre des femmes autochtones et cette dimension de réparation collective avant de pouvoir aussi, ou comme partie intégrante de la recherche de justice des peuples autochtones. Pour conclure brièvement, ce que ces exemples nous montrent, c'est peut-être la façon très concrète d'articuler et d'entremêler droits individuels et collectifs, qui nous invite aussi à changer la façon dont on perçoit cette division parfois, dans un contexte où les États, sur la scène internationale notamment, ont tendance à les présenter comme deux ensembles de normes souvent contradictoires, voire inconciliables dans le discours politique en tout cas. Donc, finalement, faire face à la violence ou aux violences à l'encontre des femmes autochtones et à leurs conséquences, en particulier les traumatismes individuels et collectifs, requiert une approche holistique basée sur la reconnaissance des diverses formes de justice, mais aussi l'implication de divers acteurs et actrices, dont les peuples autochtones et les femmes autochtones elles-mêmes. Et peut-être pour finir là-dessus, je voulais citer une conclusion de Rauna Kyokanen, qui est une politiste sami, qui du coup invite à reconsidérer l'autodétermination collective des peuples autochtones et l'autodétermination individuelle des femmes et des filles autochtones comme intrinsèquement liées et indissociables, en disant qu'on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre et inversement. Et finalement, l'autonomie individuelle et l'agentivité des femmes autochtones s'inscrirait donc dans une approche relationnelle de l'autodétermination autochtone, où le respect des droits individuels des femmes et des droits collectifs à l'autodétermination des peuples ont le potentiel de se renforcer aussi mutuellement. Voilà, je terminerai là-dessus et sur cette image des grands-mères de Sekou Sarko et des femmes Maya-Hachi qui ont lutté ensemble pour la justice sur la place des droits de l'homme. Ils sont ici réunis sur la place des droits de l'homme et je trouvais qu'elle était assez forte. Merci beaucoup, Laura, pour cette présentation bien des égards exemplaire, passionnante et assez effrayante. Et on voit effectivement que la méthode holistique s'impose quand le droit est aussi inaccessible, parce que c'est l'accès presque au droit, à la connaissance du droit et plus encore à la justice, et vous l'avez parfaitement démontré. Et démontrer aussi quelles seraient les pistes d'amélioration, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de travail. Merci beaucoup. Karine David, maintenant, parole, professeur de droit public à Aix-en-Provence, membre de notre UMR, membre senior de l'Institut universitaire de France également, et qui va intervenir sur le sujet suivant, la protection des usages et valeurs coutumiers à l'épreuve du juge, étude comparée dans le Pacifique insulaire. C'est un programme. Karine. Merci beaucoup. Je vais me joindre évidemment au remerciement des organisateurs de ce colloque. Effectivement, je suis ravie d'arriver récemment en métropole et de me retrouver effectivement dans le premier colloque sur les peuples autochtones. Alors, moi, j'aurais une approche totalement différente de Laura, peut-être plus systémique et pas nécessairement sur un élément, enfin sur un cas particulier, puisque effectivement, je vais finalement changer de région et avoir une approche un peu plus macro. Et donc, je commencerai mes propos par quand même certaines précisions et je dirais que on commence souvent nos interventions en Nouvelle-Calédonie, où j'ai passé une vingtaine d'années. Hein, c'est avec beaucoup de respect et d'humilité que je prends la parole sur un sujet qui est à la fois, enfin, qui m'est à la fois familier, mais qui est en même temps, j'en suis en même temps, effectivement, en tant qu'Européenne, un peu distanciée. Et c'est vrai que j'ai souvent un peu du mal, un peu d'appréhension à parler du droit des peuples autochtones.
Je préciserai également que je ne suis pas une spécialiste des droits des peuples autochtones, je suis une spécialiste du droit de l'outre-mer et plus globalement des régimes politiques insulaires du Pacifique, et c'est finalement plutôt cet angle-là, sous cet angle-là que j'interviendrai pour essayer un peu de... Alors peut-être avoir un ton qui dénotera sur la position française sur le droit des peuples autochtones, parce que vous allez le voir, dans l'approche comparée que je propose dans le Pacifique insulaire, on se rend compte que finalement, eh bien, la France n'est pas si mauvais élève que ça. De manière assez contre-intuitive, vous allez le voir, on se rend compte que la France, finalement, reconnaît des droits aux peuples autochtones. Et je précise que mon champ d'intervention est limité au Pacifique et que la situation est évidemment, on verra cet après-midi, totalement différente en Guyane, dictée notamment par des raisons qui sont purement statutaires. Simplement, voilà, quelques termes dans des langues océaniennes, Agaï Fanua, Ongafaka Fonua, qui sont des termes qui finalement résument le droit coutumier en océanien, alors Tikanga, chez les Maoris par exemple, c'est ce qui est juste et approprié. Ce sur quoi je voulais attirer l'attention, parce qu'il y a évidemment énormément de choses à dire, comme dans les autres discussions, les systèmes finalement juridiques du Pacifique insulaire laissent apparaître une coexistence du droit coutumier ancestral et du droit formel hérité de la décolonisation. Et en fait, ce que je précise au début et qui pour moi était complètement contre-intuitif quand j'ai commencé à travailler sur le Pacifique insulaire, c'est de se rendre compte que finalement, ces peuples qui ont effectivement connu la décolonisation, qui pour certains sont des États depuis maintenant près d'un demi-siècle, voire plus, cette émancipation politique ne s'est pas traduite ni en émancipation institutionnelle, et on verra la question particulière des juridictions, ni en émancipation normative. Et on est assez surpris, effectivement, donc, de voir que finalement le cadre juridique dans lequel interviennent les juges, quand ils sont confrontés à des questions finalement de conciliation entre ce droit formel et les usages coutumiers, eh bien, il est finalement enfermé dans un cadre juridique qui ne lui permet pas tant de marge de manœuvre que ça. On va le voir. Et ça, finalement, cette prégnance du pluralisme juridique et en réalité cette prégnance du droit formel, du droit, on va dire, occidental, qui est bien évidemment hérité de la colonisation, eh bien, c'est quelque chose, effectivement, qui, moi, m'a énormément surpris quand j'ai commencé, effectivement, les recherches. Alors, le plan de mon intervention, il consistera, et je n'ai pas de chronomètre, donc il faudra me faire des signes, il consistera à d'abord bien montrer, effectivement, que le cadre normatif et institutionnel du pluralisme juridique océanien, en fait, il est déjà à la base peu favorable à la conciliation des valeurs occidentales et valeurs coutumières, et du coup que finalement cette conciliation judiciaire, quand effectivement on a des conflits de normes qui arrivent devant le juge, eh bien c'est difficile pour le juge de s'émanciper de ce cadre, et ça aboutit finalement à des pratiques de contournement, et j'ai fait un peu exprès de prendre des pratiques de contournement françaises, un en Nouvelle-Calédonie et l'autre à Wallis et Futuna, pour avoir peut-être un éclairage par rapport à la Guyane. Alors, ce cadre normatif et institutionnel, qui est peu favorable à la conciliation des valeurs, il passe déjà par, en fait, l'irrévérence constitutionnelle à l'égard de la coutume. C'est-à-dire que, on va le voir, on a effectivement une hiérarchie des normes dans ces États-là qui est purement occidentale et qui laisse une place à la coutume qui est quand même relativement contrainte. Et finalement, cette irrévérence constitutionnelle, on la retrouve également dans l'organisation judiciaire, dans l'organisation juridictionnelle, et ça, effectivement,
permet pas d'avoir une prise en compte des usages coutumiers à leur juste place par rapport aux sociétés océaniennes. Et du coup, ça rend finalement très compliqué un équilibrage dans le pluralisme juridique. Alors simplement, hein, l'irrévérence constitutionnelle à l'égard de la coutume, alors si on prend effectivement une hiérarchie des normes bien classique, et c'est celle qu'on retrouve en fait dans l'ensemble des constitutions des États insulaires du Pacifique. Vous avez une hiérarchie des normes qui est relativement classique. Alors évidemment, la plupart des États sont des États de common law, donc on place également dans la hiérarchie la common law et l'equity. Finalement, quand on s'interroge quelle est la place pour la coutume dans la hiérarchie des normes, parce que la coutume est affirmée, elle existe, elle est intégrée dans le système de valeurs normatives étatiques, et bien finalement la plupart des États et territoires océaniens, de manière là encore pour moi totalement contre-intuitive, on la retrouve. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans la quasi-totalité des constitutions océaniennes, mais également alors, des États indépendants, mais aussi des quelques territoires autonomes comme les îles Cook, Niue, les Tokelau, on la retrouve finalement à une place finalement infralégislative. Simplement, le juge est amené à faire prévaloir la coutume sur la common law et les coutumes. Je citerai un exemple qui, moi, m'a particulièrement marqué. Au Vanuatu, la coutume est soumise à la loi nationale, y compris les lois coloniales encore applicables dans l'État, c'est-à-dire les lois britanniques et françaises qui n'ont pas été abrogées lors de la colonisation. Et la coutume, en fait, autochtone est encore soumise à ces lois coloniales. C'est quand même quelque chose de manière assez poussée. Et si on veut effectivement voir dans le système français pour les États, finalement, pour les territoires, pardon, lapsus, pour les territoires insulaires du Pacifique, et là je parlerai uniquement de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie, parce que ce sont les deux territoires dans lesquels effectivement la coutume s'est vue reconnaître une place dans la hiérarchie des normes formelles. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, on a effectivement une place de la hiérarchie, notamment particulièrement s'agissant du statut personnel, qui inclut les questions foncières, sur un pied d'égalité avec la loi, c'est-à-dire qu'on a un véritable pluralisme juridique. Les lois nationales, notamment le Code civil, ne s'appliquent pas aux populations autochtones, c'est leur statut personnel, donc leur statut coutumier qui s'applique, et en réalité, on ne se positionne pas dans un système hiérarchique, mais dans un système, si on est de statut coutumier, c'est la coutume qui s'applique. Si on n'est pas de statut coutumier, eh bien c'est le code civil qui va s'appliquer. Alors finalement, le problème par cette approche qui est purement occidentale, mais c'est l'approche que prennent les États eux-mêmes alors qu'ils sont émancipés, alors qu'ils sont indépendants. On se rend compte que finalement, quand on rapproche ça de la pratique, et ça rejoint un peu ce que disaient Laura et également Aurélie, c'est que finalement, cette approche hiérarchique, elle a peu de pertinence, parce que si vous confrontez effectivement les règles qui entourent la vie quotidienne des populations, ces populations, leur vie quotidienne, elle est intégralement régie par la coutume. Et donc, dans la vie de tous les jours, c'est la coutume qui s'applique. Et finalement, la confrontation avec le droit formel, elle ne se fait que devant le juge, ou quasiment que devant le juge, c'est-à-dire que pour les populations autochtones, et ça pose aussi la question de la connaissance des droits, le droit formel, le droit républicain, le droit étatique est un droit qui est étranger. Il n'est pas connu, il est complètement extérieur à la vie quotidienne des populations, et donc finalement cette approche, on va dire hiérarchique, elle manque de pertinence, et n'empêche que quand on se retrouve devant le juge, eh ben, il faut effectivement qu'il y ait des règles qui s'appliquent, et vous le voyez, donc le juge doit évoluer dans ce contexte-là. Alors je voulais également appuyer sur le fait que de même que la hiérarchie des normes telle qu'elle est actée dans les constitutions est peu pertinente et peu favorable finalement à l'expression de la coutume et à une éventuelle prévalence de la coutume, l'organisation juridictionnelle n'est pas non plus pertinente. Dans le sens où on a différents niveaux de prise en compte des questions qui sont liées à la coutume dans les différents systèmes juridiques. Alors j'en ai une liste, c'est-à-dire qu'on peut étendre les compétences des juridictions de droit commun. Vous avez notamment des exemples où dans certains États, ce sont effectivement donc, les juridictions de droit commun qui se prononcent sur les questions coutumières. Et parfois, par exemple, au Tonga, il peut y avoir la possibilité de se retourner vers le Parlement qui va aller interroger les conseils des anciens, les grandes chefferies, pour demander s'il y a des coutumes. Ils ont un délai pour faire remonter la règle coutumière. Si elle existe, eh bien, elle sera
appliquer dans la mesure du possible, parce qu'il y a toujours cette confrontation avec les droits fondamentaux, et si rien ne remonte, eh ben, on applique le droit commun. Dans d'autres juridictions, enfin dans d'autres pays, pardon, on a créé des chambres spécifiques au sein des juridictions de droit commun. Donc on décline un peu plus, mais c'est guère plus intéressant. D'autres États ont créé des juridictions spécialisées sur les questions en fait coutumières, mais là il faut bien préciser quand même que c'est principalement limité aux questions foncières. Donc ça met quand même dans beaucoup d'États de côté les questions de statut civil personnel. Seules les questions foncières en fait sont traitées par la plupart de ces juridictions spécialisées. Et puis vous avez la possibilité et c'est ce qu'on retrouve notamment en Nouvelle-Calédonie, de la présence en fait d'assesseurs coutumiers au sein de la juridiction de droit commun. En Nouvelle-Calédonie, lorsque vous avez deux personnes de statut civil coutumier qui sont en conflit et qui décident d'en recourir à la justice parce qu'ils ont le choix, c'est même pas alternatif, ça peut être cumulatif, c'est-à-dire que si on n'obtient pas ce qu'on veut devant les juridictions coutumières, on va aller devant la justice républicaine. Et là, dans ce cas-là, mais seulement lorsque vous avez deux personnes de statut civil coutumier kanak, les coutumes sont différentes d'une tribu à l'autre, eh bien, le juge va avoir recours en fait à des assesseurs coutumiers, c'est-à-dire des coutumiers, alors il y a une liste d'assesseurs coutumiers qui connaissent en fait la coutume de tel ou tel endroit, et puis on va confronter les règles coutumières de tel endroit et de tel endroit si les personnes ne sont pas de la même tribu, et le juge en fait le juge français va totalement écarter en fait la règle nationale et donc n'appliquera pas notamment le code civil et va appliquer la coutume. Donc ça c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve mais très peu dans très peu de systèmes. Ces solutions, elles peuvent être combinées finalement à une obligation de conciliation devant les autorités coutumières avant de saisir le juge. C'est-à-dire dans un certain nombre d'États, on a imposé en fait d'abord le règlement coutumier des litiges, et puis si ça échoue, et ben là on peut aller effectivement devant la justice. Le problème, c'est qu'en fait, ça fonctionne très mal dans le sens où, généralement, la partie qui va perdre devant les juridictions coutumières va finalement se pourvoir en appel devant les juridictions étatiques. Donc, finalement, ces systèmes sont très peu efficaces. Et puis, on retrouve quand même certains États, je pense notamment au Kiribati et à Fidji, où il n'y a aucune, finalement, prise en compte spécifique de la coutume dans l'organisation juridictionnelle. Alors, ça nous amène finalement à s'interroger sur, dans ce cadre très contraint, déjà institutionnellement et normativement, comment effectivement donc, le juge va finalement se concilier et faire le fait qu'il y a un cadre contraint est quand même relativement peu affirmé. Et je finirai par finalement les stratégies ou plutôt les pratiques, je dirais, parce que ce n'est pas forcément des stratégies, j'avais changé de titre, mais ça n'a pas été enregistré, les pratiques de contournement qu'on peut trouver. Alors, s'agissant de la contribution donc, du juge à la conciliation entre valeurs, moi j'aime bien cette image de certains auteurs océaniens qui disent finalement essayer de concilier dans une forme de pluralisme juridique la coutume et le droit formel, c'est un peu comme essayer de mélanger l'huile et l'eau, c'est pas possible. Je pense qu'Aurélie a bien expliqué finalement pas mal de ressorts de ces contradictions et qui sont pas forcément tant des contradictions que ça, finalement ça dépend des domaines dans lesquels on intervient, des sujets sur lesquels on intervient. Et bien évidemment que sur la question des femmes et des enfants, on est dans une contradiction, alors que dans d'autres domaines, finalement, la conciliation peut se faire assez facilement. Alors, la problématique ici est qu'en fait, finalement, on se rend compte que, sans rentrer dans un certain nombre d'affaires, on se rend compte que la réalité du droit océanien et de ce pluralisme juridique océanien, c'est qu'on a en réalité deux systèmes juridiques qui fonctionnent en parallèle, avec le système officiel occidental et puis finalement ce système administré par les divinités et les chefs. Et il y a très difficilement des interpénétrations. Alors, il y a beaucoup de travail qui est fait dans le cadre notamment du Forum des îles du Pacifique qui rassemble l'ensemble des États
et territoires du Pacifique. Il y a également, la Nouvelle-Zélande est assez proactive en faisant travailler effectivement les États du Pacifique. Donc il y a tout un tas de rapports qui essayent effectivement de voir comment on peut effectivement améliorer cette situation. Alors, avec des préconisations, alors j'avais des citations, mais là, l'affichage ne me permet pas de le faire, donc c'est très bien, j'irai plus vite. Mais avec finalement des préconisations qui portent un regard très occidental, mais et là ça rejoint ce que disait Aurélie, donc je vais pouvoir passer vite, merci, ça rejoint effectivement cette idée que finalement les droits fondamentaux occidentaux pourraient finalement faire évoluer la coutume dans un monde moderne et finalement pallier ses carences. Au vu de ce que nous, on considère comme devant être effectivement. Hein. Mais c'est vrai que souvent est soulignée la question du droit des femmes et du droit des enfants. Et qu'en même temps, quelque part, intégrer les droits de l'homme dans la coutume et faire vivre ce pluralisme juridique de manière plus équilibrée pourrait légitimer les droits de l'homme au regard effectivement donc de la coutume. Alors vous avez finalement un organisme qui a même finalement fait un guide à l'usage des juges pour appliquer le pluralisme juridique lorsqu'ils sont saisis d'une affaire où la coutume entre en cause, et vous avez un espèce de travail à faire étape par étape, peu importe. Si on est objectif effectivement sur la jurisprudence, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, toutes ces préconisations ne sont absolument pas appliquées et que finalement, de manière générale, le juge fait prévaloir les droits, finalement, les droits de l'homme et donc la perception occidentale des droits sur les droits coutumiers, parfois, alors même qu'il y a des portes qui seraient assez faciles à prendre et qui ne sont pas prises. Alors, les causes de cet échec, alors bon, évidemment, la Constitution a bon dos, et je pense que, évidemment, si on avait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si on avait un autre cadre constitutionnel, ce serait bien plus facile. On objecte aussi le caractère hétérogène de la coutume, qui finalement diffère d'un endroit à l'autre et donc qui est difficile à saisir. Une particularité également qui est qu'on est face à des juges qui le plus souvent sont des juges expatriés parce qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats qui sont océaniens, et donc ça va être des juges néo-zélandais ou australiens, donc qui ont une culture juridique évidemment occidentale, donc ça pose des difficultés. Il y a, au-delà du caractère hétérogène de la coutume, la coutume, elle n'est pas tout le temps bien connue, elle est difficile à saisir, on n'en connaît pas nécessairement bien les modalités d'application, donc devant les juridictions, c'est difficile de les appliquer. Et puis, les deux autres éléments, c'est un peu finalement cette tension entre la common law et la coutume, et finalement, mais qui retransparaît même dans le droit occidental, avec cette conception individualiste de la common law, et puis la perception finalement collective de la coutume. Alors, comme je le disais, finalement, cette position, ça implique des pratiques de contournement pour finalement éviter d'être dans ce conflit entre la norme fondamentale occidentale et la coutume. Alors, j'en citerai une parce qu'elle me tient particulièrement à cœur. C'est le Code de l'environnement de la province des îles Loyauté. L'idée qui a été développée dans le cadre de ce code, sur lequel une équipe a travaillé depuis maintenant 10 ans, c'est finalement de se dire, si on ne peut pas imposer la coutume et qu'on va systématiquement faire prévaloir le droit formel, et en fait, nous, on va intégrer la coutume dans le droit formel. Et alors, on fait un travail, évidemment, qui est passionnant, et c'est un code qui va normalement être complet l'année prochaine. Et donc, il y a plusieurs éléments, par exemple, on a intégré dans le code. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réglementations, en fait, sont de la formalisation des usages coutumiers dans un texte, finalement, normatif formel, donc là, dans un code. En réalité, pour déterminer ce qu'on met dans le code, on travaille avec les populations, on échange, on travaille beaucoup avec les chefs coutumiers, qui finalement disent, nous, les règles, c'est ça, et on essaye de les traduire, en fait, dans des textes pour que ce soit au plus proche, effectivement, donc de leur pratique, et que du coup, il y a effectivement cette formalisation. Alors, par exemple, dans les principes généraux du code, on a introduit à l'article 110-3 du code le principe unitaire de vie, qui traduit en fait les cosmovisions et la perception en fait kanak de la nature, et on a introduit avant
législateur français, le principe de non-régression qui est en fait la traduction de la parole donnée. C'est-à-dire que qui est prééminente en fait dans la culture autochtone et dans la culture kanak, et donc qui veut dire une fois qu'on a finalement accorder un niveau de protection à l'environnement, parole donnée, on ne peut plus revenir en arrière. Et donc, ce principe de non-régression, il traduit finalement cette parole donnée. Alors, on a fait des réglementations, par exemple, sur les aires protégées, où la question, c'est, en fait, toutes les autres réglementations, c'était les catégories IUCN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une délibération qui permet, en fait, de formaliser les aires coutumières. Et c'est finalement les tribus qui disent, nous, on a une aire coutumière avec telle règle-là, et hop, on formalise. Donc, le cadre est très large. Et en fonction de ça, on fait une réglementation en disant dans telle aire, voilà les pratiques, voilà ce qui est autorisé, interdit, et ça correspond exactement en fait aux pratiques coutumières. Ensuite, on a la réglementation sur l'accès à la nature qui était en fait une problématique. Dans la vision kanak, vous avez une continuité terre-mer, c'est-à-dire que vous avez les terres coutumières et puis la mer qui est devant, et évidemment, elle est dans une continuité, il n'y a pas de limite. Alors que dans le droit formel, vous avez des terres coutumières qui ont été juridiques, et puis hop, juste derrière, vous avez le domaine public maritime qui répond à des règles spécifiques. Et donc, ça posait d'énormes problèmes de gestion. Là, dans cette réglementation, on a fait effectivement, donc on a trouvé des mécanismes, alors ça nécessite de se contorsionner avec le droit français, mais c'est impressionnant, et on a trouvé un moyen d'assurer en fait une continuité de l'espace entre terres coutumières et domaine public maritime. Et la dernière, c'est la réglementation sur les espèces naturelles protégées, où en application du principe unitaire de vie, on a effectivement donc créé la catégorie des entités naturelles juridiques pour reconnaître des droits. Alors là, dans un premier temps, et alors vous voyez, la police est en gras et en italique. Pourquoi je parle de ça? Alors, quid du juge? Parce qu'en fait, pour la réglementation sur l'accès à la nature, l'État a attaqué la délibération, c'est-à-dire qu'on a eu droit effectivement à un bon réflexe colonial avec le tribunal administratif en première instance a donné totalement raison à l'État et a annulé la délibération, appel. Il y a eu un avis du Conseil d'État et là pour le coup la Cour administrative d'appel de Paris a validé l'intégralité de la délibération, donc ça c'est plutôt j'avoue que là, c'est plutôt enthousiasmant. S'agissant de la réglementation sur les espèces naturelles protégées, alors on a cru longtemps que ça allait passer sans que rien ne se passe, et le dernier jour du délai recours contentieux, l'État a déposé un recours gracieux. Pour l'instant, on est en phase non contentieuse, mais aucun doute, effectivement, que ça va aller au contentieux. On est prêt. Donc, pour l'instant, je dirais que dans le match droit autochtone, droit français, on est prosaïquement province des îles Loyauté, État. Province des îles Loyauté 1, parce qu'on a gagné sur l'accès à la nature, État 0, mais j'espère qu'il n'y aura pas un match nul dans quelques mois. Et pour terminer, ça fera en guise de conclusion, un autre exemple, en fait, c'est finalement et là, pour le coup, c'est pas une stratégie, c'est vraiment une pratique spontanée, c'est d'ignorer, en fait, la justice étatique. Et en fait, c'est une anecdote que je racontais dans la voiture en venant. En fait, c'est une collègue wallisienne qui est chercheure en histoire qui racontait quelque chose qui lui est arrivé à elle. En 2010, elle était à Wallis en visite dans sa famille et son grand-père, en fait, a eu un accident et a renversé un enfant sur la route et l'enfant est décédé sur le coup. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à partir de là, en fait, toute la machinerie coutumière s'est mise en route. Tous les clans, en fait, associés à la famille du grand-père qui avait renversé l'enfant se sont rendus, en fait, au domicile du grand-père. Tout le monde a amené, effectivement, donc, des biens, alors soit effectivement donc des ignames, des cochons, mais aussi des tissus, des nattes, tout ce que vous pouvez effectivement, des plantes, pour finalement faire ce qu'on appelle le fai'u, c'est-à-dire la coutume de pardon. Et pendant une semaine, donc tous les gens effectivement de la tribu sont venus, ont apporté, et après tout le monde est allé apporter ça dans finalement la tribu de l'enfant qui avait été renversé. La coutume a eu lieu, les biens ont été remis et ça a été effectivement, donc le pardon a été accepté et ça a été effectivement terminé. Et ça, en fait, sans intervention ni de la police, ni du juge, ni de l'État, alors même qu'ils sont au courant et que effectivement l'événement se fait sans effectivement qu'il y ait d'intervention au moins du monde de la justice étatique. Ces deux exemples, et j'ai fini, montrent bien effectivement qu'on peut avoir un certain nombre de contournements qui permettent de finalement faire prévaloir les règles coutumières sur le droit français. Alors on peut discuter de tout ça, mais
Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine, de cette problématique particulièrement intéressante de confrontation de deux systèmes. Je suis sûr que ça va appeler des réactions. Alors justement, je vous propose de ménager quelques minutes de discussion, même si on a perdu pas mal de temps, donc on essaiera de faire vite. Je vous invite à intervenir assez brièvement pour que si il y en a plusieurs qui veulent intervenir, ils puissent le faire. Oui, alors Clément, puis ensuite là-bas. C'était juste une question très rapide sur le code de l'environnement dans les îles Loyauté. S'il y a un contentieux, c'est qu'il a été mis en place. Donc par l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie. Par l'Assemblée de province des îles, en fait. La compétence environnementale, en fait, il y a 3 provinces en Nouvelle-Calédonie et la compétence environnementale appartient aux provinces. Donc chaque province élabore son code de l'environnement. Voilà. Et en province des îles, ce qu'il faut savoir, c'est que 98% de la population est kanak et 96 ou 17% sont des terres coutumières. Donc on est vraiment dans un contexte très particulier où la population autochtone est ultra majoritaire et qu'en réalité, comme à Wallis et Futuna, rien ne se passe si les autorités coutumières ne sont pas d'accord. Donc tout est fait tout le temps en concertation avec les autorités coutumières en réalité. Et c'est un caractère réglementaire ou législatif? C'est un caractère réglementaire. Monsieur. Question, je pense que va pas être est-ce que penser différenciation entre loi et coutume, en fait, est-ce qu'on remet pas en cause ces fameuses sources du droit qu'on a appris il y a très longtemps que la coutume aussi est source du droit? Est-ce que ça perpétue pas la logique que dans l'État, il y a toujours pensé différemment? Ah bah oui, en termes de source du droit. Parce que, à mon avis, la loi et la coutume du Kanak, normalement, il ne devrait pas avoir des différenciations en termes de sources du droit. Si on prend les sources du droit et qu'on a enseigné il y a très longtemps, je ne sais pas si en France ça a changé, mais moi, je connais en fait au quotidien, on pensait la loi ou la loi écrite et la coutume. Et si on continue de raisonner, prendre en compte la coutume comme contournement de la loi, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une autre hiérarchie par rapport aux sources du droit qu'on a enseigné il y a très longtemps? Oui, très clairement, mais je crois que là, c'est un peu tout le propre, moi, de ce que je constate, en tout cas en droit français, dans le cadre du droit de travers, c'est qu'on est toujours sur ce type de tentative de contournement parce que on est face à un système juridique qui est complètement inadapté, que la seule solution, en réalité, elle est là, et je crois que tout ça s'est fait relativement spontanément, et sans finalement se préoccuper on va dire des conséquences plutôt théoriques ou autres sur le régime juridique, mais qui est que si ça se produit, c'est bien que le cadre juridique tel qu'il existe, il est inadapté. Et pourtant, Dieu sait qu'on le verra cet après-midi avec la Guyane, pourtant Dieu sait que le cadre juridique tel qu'il est proposé dans le Pacifique, en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie, évidemment, et un degré moindre pour Wallis et Futuna, parce que Wallis et Futuna est quand même complètement différent, c'est parce que effectivement, et c'est pas pour rien qu'il y a eu une révision de la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie, hein, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de choses qui sont possibles. Si je peux compléter son propos. En fait, en 98-99, la famille KS pensait pouvoir maîtriser. On va discuter, par exemple, il y a le terme de peuple kanak, il n'y a pas de peuple kanak, hein. Ça c'est une autre création. Mais il disait on va le maîtriser, parce que vous nous l'imposez, nous on va savoir le manipuler. Et donc dedans, c'est même pas la coutume, c'est les usages reconnus par la coutume. C'est quand même entièrement, en fait, c'est dans les vieux coutumiers, peut-être qu'on trouve au 18e, 19e, on en a aux Pyrénées par exemple. Ah bah oui, c'est ici, il y a le terme d'usage reconnu par la coutume. Le problème c'est qu'on pensait pouvoir arriver. Mais c'est comme une maison, en fait. On a créé une maison, mais on a retiré l'esprit de la maison. Et ça, ils n'ont pas immédiatement perçu. Ils ont cru pouvoir manipuler. Et puis aujourd'hui, ils constatent qu'il y a quelques problèmes, on va dire, y compris par exemple avec le Sénat coutumier, qui est encore pire. Mais voilà, ils se rendent compte. Et aujourd'hui, il y a des conflits, il y a des désaccords sur le Sénat coutumier qui disent mais ça c'est pas la coutume, le terme de coutume c'est pas nous, on va mettre tradition, ça c'est le français, je suis désolé. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Et donc ils sont en train de discuter, c'est quoi cet accord de Nouméa?
Mais certains disent effectivement, on n'a pas su le manipuler, on s'est fait peut-être manipuler, on ne sait pas, mais c'est plus du tout ça ce qui... Ce que vous disiez, au Canada, les coutumes amérindiennes qu'on appelle des droits ancestraux, on n'a pas inventé une nouvelle source formelle. Ils sont reconnus par la common law. Ce sont des droits de common law. Les tribunaux, en reconnaissant ces droits de common law, ont invoqué des pratiques coloniales. Les colonisateurs les reconnaissaient, et ainsi de suite. Nous, avec notre pouvoir de création, du droit créatif, on les reconnaît comme des droits de common law. On n'a pas inventé une source formelle différente. Bon, la Constitution, les lois, les règlements, les droits de la common law. Tant que ça n'a pas été invalidé avant 1982 par une loi, ça a subsisté en tant que droit de common law. Et pour revenir aux règles de contournement, ça m'intrigue beaucoup. Jusqu'à quel point, en matière de droit pénal, on permettrait de contourner? S'il y a un meurtre, ça ne Non, mais ça ne marcherait pas. Ouais. Évidemment, là, c'est un accident. Voilà. Ouais. Mais évidemment que... Et puis, il n'y a pas de problème de conduite en état d'ivresse. Voilà. Je pense qu'effectivement, s'il y avait quelque chose qui relève véritablement... Voilà, et qui soit intentionnel, ou, évidemment que ça ne se passerait pas comme ça. Parce que là, en fait, il y a un laisser-faire des autorités. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'elles sont là, les autorités étatiques. Elles voient ce qui se passe. Et elles laissent faire parce que les circonstances de cette affaire-là font que on sait que c'est un accident. Si c'était un meurtre ou quelque chose, bien évidemment qu'il y aurait une intervention. Bien qu'en droit canadien, il y a peut-être quelqu'un qui va en parler après-midi, mais en termes de sentence, en tout cas au Canada, le code criminel permet de tenir compte de la culture autochtone au moment d'imposer la sentence. Pas de la définition du crime. C'est pas le cas en droit. Si je peux me permettre. De nouveau, il y a une forme d'ignorance parce que, en fait, quand le terme est apparu aux coutumes, qu'on a qualifié de coutumes, ce qu'on trouvait, quand on a pris les territoires, on n'a pas cherché la définition. On s'est juste dit, tiens, c'est des pratiques non écrites, donc ça correspond à nos coutumes. Mais le traitement, le régime juridique de ces coutumes ne suivait pas le rapport, loi, coutume, etc. C'était vraiment du droit colonial et du droit des peuples autochtones qui était à l'époque. Et donc, les hiérarchies ne se mettaient pas. Il y avait juste les principes d'ordre public liés à la civilisation. Je sais plus, c'était un ordre public un peu différent de la métropole parce qu'il y avait le gros souci de civiliser les populations. Mais tout le régime juridique était particulier. Si on veut essayer de comprendre, c'était du droit international privé. On dirait, c'était ce qu'on appelait les conflits de souveraineté sans souveraineté, puisque la souveraineté avait été cédée à la France. Mais on admettait que c'était un conflit de souveraineté. Donc vraiment, le traitement était différent. Malheureusement, il faudra faire l'histoire, mais ça a été perdu. Et donc, moi, j'ai déjà vu des étudiants qui me disent, c'est la coutume, donc on le traite par la hiérarchie des normes. Et chaque fois, il faut revenir dessus en leur disant, allez lire le droit colonial, allez lire les ouvrages sur les conflits de droit, des conflits de souveraineté, sans souveraineté. Il y avait des ouvrages, 19e, 20e, début 20e, on en a. C'est comme ça qu'il faut comprendre le processus. Le problème, c'est que ce n'est pas simplement expliquer ça à des juristes ou à des politiques. Enfin, il faut l'expliquer. Moi, je suis en train d'expliquer à des Kanaks en leur expliquant c'est quoi la coutume, c'est quoi le sens du mot coutume, c'est quoi le sens du mot traité, que vaut l'accord. Et là, on est quand même dans une situation assez c'est dingue. Hein. C'est qu'ils sont, d'abord complètement formatés intellectuellement. Ils luttent dans un monde qui les a complètement formatés. Ils ne peuvent pas réfléchir. On va dire ça comme ça. Et puis, d'autre part, quand on leur dit, mais reprenez la liberté de penser, ce que vous dites n'est pas faux, là, ils n'osent pas. Un certain nombre, c'est pas tous, un certain nombre n'osent pas. Ils disent, vous êtes sûr? Donc, ils ont la même réaction que l'État français quand on leur dit l'autochtone, ils disent, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Allez démontrer les droits autochtones à des autochtones, c'est quand même aberrant. Pour éviter le problème d'une définition trop stricte de la coutume, parce que coutume, c'est une règle reconnue obligatoire de la société. En droit canadien, on parle de coutume, pratique et tradition. Donc, on a une vision très, très large là, de ce qui peut être reconnu par le droit, de manière à ne pas avoir une définition européocentriste de la coutume qui a une définition très stricte. Là. La Déclaration des Nations Unies parle de loi, coutume et tradition. Donc, ils continuent à les enfermer, quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas leur mot. Et le problème, c'est quand on le lit, on sait ce que c'est. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. Il faut aller relire les choses pour comprendre ce que c'est. La qualification pose des problèmes. On n'a pas, en français, dans tout cas, quel autre mot utiliser. Le seul moyen, c'était de parler, justement de revenir sur la qualité des peuples autochtones, population antérieure. Et là, d'un coup, tout redevient logique. Ce sont des populations qui avaient une souveraineté, un système de droit propre, qui existait avant le système
actuelle, et donc les rapports deviennent beaucoup plus clairs. Certes, ils restent dans une configuration droit international public tel qu'on le connaît, donc ce n'est pas leur système de droit international, mais c'est un système de droit international, mais déjà ça devient un peu plus, ça clarifie les choses.